Là, malheureusement, quand je regarde la diète, je sais pertinemment que la personne me ment. Et ça, des fois, c'est un petit peu insulter, entre guillemets, mon intelligence. C'est quand même mon travail. Et je sais qu'avec un type de diète, on a un type de physique. Avec un type d'entraînement, on a un type de physique. Quand j'analyse tout le style de vie, je suis obligé d'insister. Et au bout d'un moment, je me rends compte que la personne, oui, finalement, les écarts sont pas si éloignés que ça. Il y en a de temps en temps où elle fait de la boulimie, etc., où elle se le relève la nuit, ou alors elle mange pas le matin, mais beaucoup en fin de journée. Enfin bon, il y a toujours des dérèglements comme ça qu'on corrige après, et qu'on apprend à comprendre, mais c'est malheureusement cette nourriture émotionnelle-là, elle est souvent parce que on veut tellement compenser des écarts qu'on peut faire. Par exemple, une personne en fin de journée a passé une mauvaise journée, elle n'a pas fait son sport, parce qu'elle a été prise dans les bouchons, il fallait aller chercher les gosses, etc. Le soir, tout le monde est au lit, elle se met un petit film à la télé, et puis là, elle sent qu'elle n'arrive pas à se retenir, elle va taper une glace des enfants dans le frigo, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, ce qui peut se passer, c'est de la nourriture un petit peu émotionnelle, parce que en fait, elle n'a pas eu de moment à elle dans la journée, cette personne-là, elle a eu que entre guillemets, des contraintes, elle a dû s'occuper des autres, elle a dû bosser, elle a dû faire tout un tas de choses, elle n'a pas eu de moment de plaisir, elle n'a pas eu de sécrétion de sérotonine et d'endorphine, etc. En plus, elle a sauté sa séance de sport. Donc du coup, son cerveau recherche un petit peu sa petite dose dans la journée d'hormones du plaisir, de neurotransmetteurs du plaisir. Et un moyen très rapide de l'avoir, ça va être d'abuser un petit peu du chocolat le soir, ou alors de manger un des gâteaux des gosses, ou des choses comme ça. Et ça, j'appelle ça de la nourriture émotionnelle. En fait, c'est pour corriger un style de vie qui était un petit peu tristouné, quoi. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que le lendemain, la personne culpabilise, donc vu qu'elle va être prise par les activités de la journée, n'aura pas de problème à sauter des repas, à manger très peu, et c'est le cercle vicieux parce qu'elle va avoir très faim le soir, etc., etc. Donc j'ai mis un peu de temps à te répondre à ta question, Nat, mais c'est important. Le rôle du cerveau, en fait, le cerveau, il est bien fait. Le cerveau, il est juste fait pour nous guider, et il nous oriente, en fait. Si on a des besoins, des envies, on sent on recherche le plaisir, en fait, il faut se dire une chose, c'est pourquoi mon cerveau recherche du plaisir dans la nourriture, et se dire peut-être parce que j'ai pas beaucoup de plaisir dans ma vie, dans les autres activités. Aujourd'hui, je m'en suis pas accordé assez. Et essayer d'identifier les jours où on est très résistant par rapport à la nourriture, qu'est-ce qu'on a fait de notre journée? Qu'est-ce qui a pu nous combler dans la journée, qui nous permet de ne pas aller craquer sur ces aliments-là. Donc je pense que c'est assez important de préciser ça. Et tu m'avais dit aussi de reconnaître la sensation de faim, d'une envie. Alors, la faim, comment dire? Je pense que la sensation de faim, c'est vraiment, bon, on a l'estomac qui est vide, on sent qu'on commence à tomber un petit peu en hypoglycémie, alors que l'alimentation qu'on a eue au repas précédent n'était pas une alimentation fortement glucidique, enfin je veux dire transformée et tout. Si vous avez une alimentation saine, matin, midi, soir, pendant une semaine, et que vous ressentez la faim entre les repas, c'est une vraie faim. C'est une faim normale qui attend le prochain repas. Si vous avez une alimentation transformée, avec du pain blanc, avec des pâtes blanches, avec du riz blanc, des choses comme ça qui vont vous faire monter la glycémie, qui vont potentiellement vous faire des hypoglycémies, la faim ressentie est moins cohérente parce que c'est une faim qui est que le sucre que vous avez dans le sang, il n'arrête pas de fluctuer, c'est-à-dire que des fois il monte, des fois il descend, des fois il monte, des fois il descend, et donc du coup ça appelle une régulation, alors soit une régulation interne si vous ne mangez pas, mais en fait en premier lieu ça va être une régulation volontaire par aller au frigo et prendre un truc sucré pour repartir en fait avec un petit peu d'énergie. Donc voilà, il faut bien détecter ça. La vraie faim, je pense qu'on ne la sent réellement que quand on a une glycémie qui est vraiment stable et qu'on a une diète plutôt cohérente, ou voire même les personnes qui jeûnent, elles vont vraiment ressentir la faim. Mais après, ce n'est pas quelque chose qu'on peut identifier facilement quand on a une mauvaise alimentation. Donc je pense, Nat, que toi, quand tu as faim, tu as faim. Parce que si tu suis mes formations depuis un certain temps, je pense que tu manges correctement. Et donc du coup, reconnaître la sensation de faim, d'une envie. Après, une envie, moi par exemple, là, si tu me dis, Théo, est-ce que tu as envie de manger quelque chose particulièrement? Bon, après, c'est pas la meilleure heure pour vous le dire, parce que je suis levé depuis 5 heures ce matin, j'ai mangé un bon petit déjeuner protéiné et gras, ma glycémie est stable, je me sens bien, j'ai pas faim là.
Donc qu'est-ce que je pourrais avoir comme envie actuellement? J'ai envie de pommes de terre au four. Là, si on me dit qu'est-ce que ce serait le plat que tu aurais envie de te faire, des pommes de terre classiques au four, avec un bon morceau de viande et un peu de jus, voilà, et une petite salade verte à côté. Ça peut être une envie, voilà. Et une petite mayonnaise maison pour aller avec la viande, voilà, pour rentrer un petit peu dans le plaisir. Donc ça, c'est une envie. Mais est-ce que cette envie, j'ai envie maintenant, tout de suite? Non. C'est une envie qui se transforme en désir, peut-être pour le week-end prochain. Tranquillement, je me ferai ça. Et ça, c'est une vraie envie. C'est une envie, voilà. Après, peut-être que toi, dans ta question, tu voulais dire une pulsion incontrôlable. C'est-à-dire la faim, on a besoin de manger parce que le corps nous le réclame, parce qu'on a fait un énorme entraînement, parce qu'on est à jeun depuis un certain nombre d'heures, etc. Donc ça, c'est la faim. Ou la pulsion, qui est, on passe devant on n'avait pas forcément faim, on s'arrête de regarder Facebook ou on arrête un épisode, on se lève, on passe devant le frigo, on l'ouvre et puis boum, on voit un dessert, un petit truc sucré et là d'un coup, on a envie. Mais on n'avait pas envie il y a 2 secondes, en fait c'est tout le cheminement. Donc on pourra associer ça à une pulsion alors que l'autre c'est vraiment la faim. Une faim qui peut arriver même quand on est occupé. On est occupé à bosser et tout ça, et on sent qu'on commence à avoir faim. Cette faim est plus identifiable, pourquoi? Parce qu'au niveau cérébral, on est focus sur quelque chose qui nous prend, le temps passe vite, etc. On est sur une tâche créative, ou alors on s'occupe des enfants, ou quoi, et on ressent vraiment la faim. Là, ok, c'est la vraie faim. Bon, j'aurais un peu traîné sur ta question, excusez-moi, 20 minutes. Maintenant, on va voir la question de Julie Anthony. Coucou Théo, si ce n'est pas trop tard, j'aimerais aborder les antinutriments. Comprendre le phénomène, est-ce que c'est vraiment délétère pour l'absorption des autres composés? Si oui, faut-il les switcher par d'autres aliments? Merci à toi. Alors, les antinutriments, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Les antinutriments, ça va être des substances qu'on va retrouver dans certains aliments, comme par exemple les légumineuses, comme par exemple, je sais pas, le quinoa, certaines céréales et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les appelle les antinutriments? Parce que ça va être des substances qui vont freiner l'absorption des nutriments, tout simplement. C'est pas... Alors, il y a eu une mode par rapport à ça, donc du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté de consommer certains aliments parce qu'il y avait trop d'antinutriments. Moi, personnellement, je prends toujours un certain recul par rapport à tout ça, parce que certes, ça empêche l'apport de certains nutriments, ça peut freiner, mais ça peut également apporter autre chose. Je prends un exemple concret, on va prendre des pois chiches, des lentilles, etc. Quand on les fait tremper, on les fait cuire et tout, les antinutriments sont assez bas, quand même assez peu présents. Mais bon, bref, il faut regarder aussi ce que ça apporte. Ça apporte des bonnes protéines végétales, ça apporte des vitamines, des minéraux, ça apporte des fibres, et tout ça, c'est quand même important. Par exemple, les fibres servent de prébiotiques, servent il y a un rôle mécanique au niveau du système digestif, donc il y a quand même un rôle positif. Donc, se priver de ce genre d'aliments-là, c'est se priver de ce genre d'avantages-là. Après, c'est toujours la même chose. Personnellement, oui, ça peut être délétère à partir du moment où on est 100% vegan et qu'on va bouffer que comme source de protéines des lentilles, des pois chiches, des haricots, du soja, des trucs comme ça, où là, potentiellement, il peut y avoir un petit peu d'antinutriments. Donc, à une certaine dose, à une dose assez importante, ça peut causer des problèmes. À la dose que, personnellement, moi, je recommande, c'est-à-dire un format de diète plutôt entre le paléo et le méditerranéen, c'est-à-dire une diète qui est animale, végétale, où il y a pas mal de fibres, où il y a assez peu de glucides de mauvaise qualité, même pas du tout, voilà, où il y a beaucoup de bonne graisse. En fait, il y a un turnover dans les aliments, c'est-à-dire qu'on va manger pas des lentilles tous les jours, on va les manger ponctuellement et on va à la place mettre autre chose le lendemain, etc. Il y aura un certain turnover, mais c'est surtout qu'on va apporter en abondance des nutriments sous différentes formes. Il faut se dire une chose, là je m'éloigne un petit peu de ta question, mais tu vois, il y a des personnes qui parlent beaucoup des antinutriments, mais il y a des personnes qui ne parlent pas, par exemple, de consommer telle ou telle protéine. Je m'explique. Moi, je connais des gens,
quand elles font des diètes, c'est des gens qui aiment bien être rythmés. C'est-à-dire qu'ils vont faire leurs courses, ils vont prendre 1 kilo de poulet et des œufs, et voilà, ça va être leur source de protéines. Parce qu'ils veulent des protéines maigres, etc. Du coup, comment peut-on être sûr que cette personne-là tolère très bien et absorbe très bien les protéines de son poulet et de ses œufs? Comment? On ne peut pas. Je vous le dis honnêtement, on ne le peut pas. Quelle est la meilleure solution, à votre avis, pour maximiser l'apport en protéines, pour maximiser l'absorption des protéines? En fait, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de multiplier les sources. C'est-à-dire que, pas au même repas, hein, bien sûr, mais par exemple, vous allez faire un repas avec des œufs, un repas avec de la viande, un repas avec du poisson, un repas avec des fruits de mer, etc. Un repas avec des légumineuses, etc. etc. C'est la seule solution en variant pour avoir déjà une chance d'apporter, parce que l'alimentation, elle est, comment dire, c'est un éventail énorme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voient protéines, glucides, lipides. C'est-à-dire que si elles ont ces 3 nutriments dans l'assiette, elles pensent qu'elles vont être en santé, etc. C'est faux. Le bœuf apporte certaines choses que le lapin n'apporte pas. Le lapin apporte certaines choses que la volaille n'apporte pas. La volaille apporte certaines choses que les œufs n'apportent pas, etc., etc. Donc, plus on a cet éventail qui est large, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout réfractaire aux viandes un petit peu plus rares, comme le lapin, comme, je ne sais pas, les gibiers, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça apporte des choses que n'apportent pas d'autres sources de protéines. Pareil pour les poissons. Les poissons, on parle souvent des polluants, etc. La meilleure solution de se prévenir contre ça, c'est de varier. Si on mange tous les jours un poisson qui est reconnu comme riche en mercure, admettons, eh ben on va augmenter son taux de mercure, de métaux lourds. Alors que si on tourne entre un peu de mercure, un peu de plomb, un peu de machin, bon, c'est pas très séduisant quand je dis ça comme ça, mais si on tourne entre les poissons et qu'on a pris conscience que les petits poissons sont quand même moins pollués, eh bien si on tourne, on va moins s'exposer à la même chose. Et c'est pareil pour toutes les sources de protéines, etc. Les animaux sont traités avec des antibiotiques. Des fois c'est précisé, des fois c'est pas précisé. Si vous prenez toujours la même viande, du même producteur, du même emballage de la même marque, vous avez des chances que les antibiotiques soient les mêmes. Donc du coup, vous allez vous exposer au même poison régulièrement. Alors, je ne suis pas là pour dire finalement il faut manger tout bio et tout. Non, 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 non. Pour moi, ça restera toujours mieux de manger même un blanc de poulet Lidl premier prix que de prendre une part de pizza. Je suis droit dans mes bottes quand je dis ça. Il y en a qui pourront dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais si j'ai le choix entre une viande qui va m'apporter quand même de la viande, qui sera un peu moins bonne au goût, d'accord, mais qui sera quand même un morceau de viande, et d'un autre côté un truc où il y a je ne sais pas combien d'additifs et tout, je préfère prendre la viande premier prix, je vous le dis clairement. Et de toute façon, à mes débuts, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai démarré dans la vie active, je devais payer mon loyer, je devais payer les factures, les premières factures et toutes ces choses-là. Quand j'arrivais pour faire mes courses, ça allait très vite. Hein. Courgettes, thon, œufs, maquereaux et poulet et un peu de bœuf. J'ai essayé de tourner, mais c'était que du premier prix. Donc, pour cette histoire d'antinutriments qu'on retrouve dans les... Là, j'ai précisé un petit peu les cas les plus connus, mais on en retrouve dans d'autres choses. Je ne pense pas que ça soit un vrai problème. Tout problème, en fait, s'installe quand il y a une récurrence et un apport assez massif. C'est pour cette raison que moi, je te recommande, si toi tu t'intéresses à ça, c'est que potentiellement dans ton alimentation, tu as lu qu'il y avait des antinutriments, je te recommande de tourner régulièrement, de vraiment avoir un certain rythme et de te forcer à le prendre, ce rythme-là, parce que c'est la seule façon de te protéger de ça, et c'est surtout la seule façon aussi d'être sûr d'apporter le maximum de choses. Et c'est pareil quand je parle des rebonds glycidiques, des choses comme ça, c'est toujours bien de tourner, de ne pas rester toujours sur du riz basmati, mais parfois prendre de la patate douce, parfois prendre des légumineuses, parfois prendre autre chose, de tourner. C'est la meilleure façon d'apprendre comment on fonctionne, c'est la meilleure façon d'avoir une flore intestinale qui est quand même assez diversifiée, parce que quand on a une diète qui est similaire pendant des années, admettons vous êtes blanc de poulet, haricots verts, huile d'olive et riz blanc, ou riz complet. Mais pendant des années vous avez ça, d'ailleurs antinutriments dans le riz complet aussi, pendant des années vous avez ça,
votre flore intestinale, votre microbiote intestinal, en fait, il s'est adapté à ça. C'est-à-dire que, ok, il est performant pour dégrader ça, et encore, c'est pas sûr, mais c'est surtout que le jour où vous allez inclure un petit morceau de fromage, ou alors vous allez inclure, je sais pas, une autre viande, quelque chose qui va être différent.